Pour vous informer. C'est une... Ouverture ce matin au palais des congrès de Niamey de la réunion des experts du G5 du Sahel. La paix et la sécurité sont au centre des discussions. La crise ukrainienne prend une phase militaire avec la mort d'un officier de l'armée ukrainienne ces dernières minutes. Détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le lutteur Yacouba Adamou de la région de Niamey, vainqueur de la 35e édition du Sable national qui s'est déroulée dans la région de Difa, est rentré cet après-midi même à Niamey. C'est un accueil triomphal qui a été réservé au roi des arènes du Niger. Comme vous pouvez le constater sur ces images, Yacouba Adamou brandissant son sabre, il a été accueilli par les parents, amis et connaissances ainsi que toute la population de la ville de Niamey. À la tête de cette foule, les autorités locales, le cortège a ensuite sillonné quelques artères de la capitale avant d'aller au niveau de l'arène de lutte traditionnelle. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Cela dit, les riverains du fleuve Niger font face depuis quelques jours aux menaces d'une femelle d'hippopotame. Il y a 2 jours de cela, un pêcheur a été grièvement blessé par l'hippopotame. N'eût été l'intervention des autres pêcheurs, il allait perdre la vie. Suivons le reportage de Idi Maman Siraji et Issa Hassan. Depuis quelques jours, les riverains du fleuve Niger font face à la menace d'une femelle d'hippopotame. En effet, cette dernière, accompagnée de son petit, terrorise les pêcheurs, les jardiniers, les lavandiers, bref, la population. Sa dernière victime est ce pêcheur qui a failli laisser sa vie il y a 2 jours de cela. Il était en train de pêcher quand l'hippopotame attaque sa pirogue et tente de le tuer. Heureusement, il s'en est sorti avec ses séquelles. aina hidiyo samu aina ga kar ayi banda ayyaka hamai kaka ayyaka samudi aina ga kar ayyaka banda wodi bana charmuna te azuma harora ka zuma harora akaka hiyo kare kana hiyo kar kul anai da yace hiyo miri ka hiyo miri aina ngo cew akamba hinya go hinya kamba cewra asidi non kul wata da aina cewa da aina muse aina cewa muse sauran hinka a duk aitan kana aitan a ji ka koi bene kai go koi bene zan kai ku bai aina hey wai fa ba me ai gon ban amera wai fa ba ai zauruka ina ku bai kina ku bai ne hiyo jasadi aina go huru hira ai cewa mongo aina cewa kulu furchar ai mongo. L'attaque de l'hippopotame qui avait eu lieu aux environs de 21h n'a pas, selon les pêcheurs, laissé indifférente la direction régionale de l'environnement qui, à travers son responsable, a apporté les premiers soins aux blessés. Watoka ana alboradi aiki komite iben kumandan wose mai zama aiki ase ka aina irin ce kino raka kyashe kulu kino kulu akane me irin dano batmara kala irin albora sambo yir ko inda hospital mais il était 30 minutes à gagner banda hôpital déjà na boreche jina boreche a ci kulse mais il kani mobo jina bore e kuluka e di albora mataka ahlalo gonda mais famanda ise nenge go ko inda ir ko bange ga mataci sambo mataka nge ga te bangasi so wodi ragoro na irge hangan. Selon les riverains du fleuve,
Il serait plus d'une quinzaine d'hippopotames à chercher leur pitance sur la partie niaméenne du fleuve Niger. Ce genre d'attaques de ces animaux sont monnaie courante en cette période de grande chaleur. Il convient donc aux riverains de redoubler de vigilance et à la direction de l'environnement de prendre des mesures pour sécuriser non seulement les animaux, mais aussi la population. En partie magazine de ce journal, vous suivrez le dernier numéro de la caravane Orange G+, 3G+. Cela dit, le ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire et le secrétariat exécutif de la stratégie pour le développement et la sécurité dans la zone sahélo-saharienne du Niger ont ouvert ce matin au palais des congrès de Niamey la réunion des experts du G5 du Sahel. Participent à cette rencontre les représentants du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Tchad. Les images. Contribuer au développement économique, social du pays en général et en priorité dans les zones à vocation pastorale, des zones sahélo-sahariennes fondées sur des conditions durables de paix et de sécurité des personnes et des biens. C'est l'objectif global de la rencontre des experts du G5 du Sahel. C'est le représentant résident du PNUD au Niger qui a tout d'abord pris la parole pour souligner l'importance qu'accorde la communauté internationale par rapport à la question de la paix et de la sécurité au Sahel. La visite historique conduite en novembre par le secrétaire général des Nations Unies, comprenant la présidente de l'Union africaine, le président de la Banque mondiale, le président de la Banque africaine de développement et le commissaire au développement de l'Union européenne dans plusieurs pays du Sahel, est un témoignage éloquent que la paix et le développement durable figurent au rang des priorités de la communauté internationale. Elle témoignait aussi, cette visite, d'une démarche concertée entre les différents partenaires au développement autour de toutes les initiatives régionales, telles que notamment celle de l'Union africaine, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne, s'appuyant du reste sur les priorités nationales et régionales. Le secrétaire exécutif de la stratégie pour le développement et la sécurité dans la zone sahélo-saharienne du Niger a pour sa part exprimé son plaisir pour la tenue de la présente rencontre au Niger, avant de rappeler l'importance de la mission confiée aux experts conformément à la feuille de route définie par les chefs d'État des pays du Sahel. Il est utile de rappeler l'importance de la mission qui vous est confiée conformément à la feuille de route définie par les chefs d'État. C'est vous dire toute la portée politique qu'elle revêt et l'impérieuse nécessité de nous y engager individuellement et collectivement pour nous permettre d'atteindre dans les délais requis les nobles objectifs que nous nous sommes fixés. Aussi, je demeure persuadé que vous apporterez pour ce faire toute l'expertise requise. C'est aussi convaincu et réconforté par votre présence que je finis mon propos sur cette note d'espoir, de confiance réciproque, de solidarité et d'engagement renouvelé pour une cause combien noble et commune, en vous réitérant, au nom du président de la République, son Excellence M. Issou Mamadou, du gouvernement et du peuple nigérien, nos remerciements et nos souhaits d'un agréable séjour. Au cours de cette rencontre qui durera 3 jours, les participants auront à finaliser dans les meilleurs délais l'ensemble des tests relatifs à l'organisation et au fonctionnement du nouveau cadre de coopération régionale. Réaliser une cartographie exhaustive des financements en faveur de la sécurité et du développement dans la zone du Sahel. Préparer d'urgence un plan d'action pour la mise en œuvre du programme d'investissement prioritaire et un chronogramme pour une exécution accélérée. Identifier les partenaires techniques et financiers susceptibles de combler l'écart de financement du programme prioritaire. Engager enfin un plaidoyer en vue de la mobilisation des financements, la matérialisation des engagements des partenaires et la promotion des flux
d'investissements directs et étrangers. La salle de réunion de l'hôtel Sahel a servi de cadre ce matin à un atelier d'information et d'échange sur la mise en œuvre de l'article 53 de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé. Objectif, préserver les générations présentes et futures contre les conséquences liées à l'usage du tabac. Halimatou Abdou. Cet atelier d'information et d'échange des acteurs de la société civile et des médias sur la mise en œuvre de l'article 5.3 de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé vise comme objectif principal la préservation des générations présentes et futures contre les conséquences sanitaires, économiques et environnementales liées à l'usage du tabac. Un article relatif à la protection des politiques anti-tabac contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Cet atelier vise deux cibles. Hier, nous avons fait avec les conseils juridiques et les conseils techniques des institutions, donc les différents départements ministériels. Aujourd'hui, cet atelier est destiné aux médias et à la société civile. Et ce choix n'est pas fortuit parce que la société civile fait partie intégrante du processus de la Convention cadre de l'OMS. La société civile a contribué dans les négociations et donc souvent l'article 4.2 de cette convention, la participation de la société civile est essentielle. Et les médias font partie de ce mouvement de société civile face à une industrie qui ne lésine sur aucun moyen. Et donc pour protéger la politique de santé, pour aider les gouvernements à mettre en place effectivement la Convention cadre, à protéger les générations futures et actuelles. Donc il faut une implication forte de la société civile et c'est pourquoi on a orienté aujourd'hui cet atelier pour donner le même contenu de les dispositions de la Convention cadre, surtout sur l'article 5.3 aux médias et à la société civile, parce qu'il faut qu'ils soient au même niveau d'information que les décideurs, parce que le rapport est essentiel pour la mise en œuvre de la Convention. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique procédant à l'ouverture des travaux a de prime abord souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants à cette importante rencontre avant de rappeler tous les méfaits liés au tabagisme. Le tabagisme constitue en ce début du XXIe siècle un véritable problème de santé publique. L'épidémie du tabac se propage à une vitesse vertigineuse et n'épargne aucun pays ni aucun continent. Cela est d'autant plus vrai que le monde compte plus d'1 milliard de fumeurs avec plus de 6 millions de décès par an. C'est pour faire face à une telle tragédie que les pays membres de l'OMS ont négocié et adopté la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Compte tenu de son importance pour la santé publique, la Convention cadre a été signée et ratifiée à ce jour par plus de 177 pays, dont le nôtre. Au cours de cette journée d'échange, il sera ainsi débattu toutes les questions permettant à notre pays de savoir déjouer l'ingérence de l'industrie du tabac pour une mise en œuvre effective et efficiente de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, a initié ce matin une audience publique de validation des cahiers de charges des médias audiovisuels privés, communautaires et associatifs. Objectif, valider en 3 jours des cahiers de charges consensuels capables d'apporter des correctifs nécessaires au manquement des médias audiovisuels au Niger. Compte rendu Seyni Mekido Jibril. Depuis l'adoption de l'ordonnance du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle qui a mis fin au monopole de l'État sur les moyens de communication audiovisuelle, le paysage audiovisuel nigérien n'a cessé de s'élargir au point d'être compté parmi les plus ouverts d'Afrique. Le passage à la télévision numérique terrestre et le déploiement de la fibre optique qui permettra la création de radios et télévisions en ligne vont aussi contribuer à élargir le paysage numérique dans les prochaines années. Sur les 10 télévisions privées qui émettent au Niger, seulement 2 ont une autorisation d'exercice.
Sur les 49 radios privées opérationnelles, aucune ne dispose d'une autorisation valide. Et les autorisations d'exercice de 134 radios communautaires et associatives sont arrivées à terme. C'est pourquoi le Conseil supérieur de la communication a jugé utile d'aborder avec responsabilité la conformité des médias audiovisuels à la loi à travers cette audience publique. Parmi les multiples raisons qui peuvent expliquer cette situation, je mentionne ici celle qui me paraît la plus déterminante, à savoir l'inexistence des cahiers de charges. Pour illustrer mes propos, permettez-moi de rappeler certaines provisions de l'ordonnance 93-31 du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle. L'article 10 dispose: le Conseil supérieur de la communication délivre les autorisations d'exploiter un service de radio, de télévision ou tout autre service de communication audiovisuelle privée et définit les conditions des cahiers de charges. Fin de citation. L'article 11, quant à lui, stipule: les autorisations d'utiliser les fréquences ont un caractère précaire. Leur durée est limitée à 5 ans en matière de radio et à 10 ans en matière de télévision. Elles sont assujetties, les autorisations sont assujetties aux conditions définies dans les cahiers de charges et sont renouvelables. Dès son installation en avril 2013, le CSC a fait du parachèvement des cahiers de charges une de ses priorités. Il dispose de 3 projets de cahiers de charges que cette présente audience publique vise à valider. Pour un souci d'efficacité, nous avons fait le choix délibéré d'étaler nos travaux durant 3 jours. Ainsi, la journée du 18 mars, donc aujourd'hui, sera consacrée à la validation du cahier des charges des télévisions privées. Celle du 19 mars à l'examen du projet de cahier de charges des radios privées et la journée du 20 mars à la validation du cahier de charges des radios communautaires. Conformément à l'article 31 de l'ordonnance citée plus haut qui précise, je cite, les cahiers de charges sont établis à la suite d'une audience publique au cours de laquelle les représentants de la société civile et tous les intéressés ont l'opportunité de faire connaître leur point de vue. Le Conseil supérieur de la communication a convié à la réflexion tous les acteurs représentatifs des médias et de la société civile, aussi bien ceux de Niamey que de l'intérieur du pays. Gageons qu'à l'issue de cette audience publique, sortiront des cahiers de charges consensuels capables d'apporter des correctifs nécessaires aux manquements constatés dans les programmes des médias audiovisuels du Niger. Le volet reportage de cette édition nous amène à la rencontre d'un enseignant à la retraite en la personne de Koné Isaac. Malgré son âge avancé et son état de santé peu reluisant, il dispense des cours aux élèves et confectionne des objets utilisés dans la pédicure afin de vaincre la l'oisivité. Son portrait avec Mariama Soumana. Nous sommes au quartier Kirkisoy, l'un des plus vieux quartiers de la rive droite. Ici se cache une bibliothèque. Ce n'est nullement pas une bibliothèque où sont rangés des livres, mais celle dont parle l'écrivain Amadou Ampateba, qui qualifiait les vieillards africains de bibliothèque. Il s'agit de M. Koné Isaac, né le 1er juin 1946 à Ségou, au Mali. Instituteur de formation, carrière qu'il a débutée en octobre 1967, il fut ancien directeur de l'école mission catholique de Dolbel, ensuite directeur de l'école Terminus N de Niamey, puis de l'école primaire Kirkisoy 2. Koné Isaac est à la retraite depuis 2007. Animé d'une vocation sans faille pour l'enseignement, métier qu'il a exercé pendant 40 bonnes années, M. Koné Isaac continue de dispenser des cours aux élèves du primaire et même à ceux du secondaire sous son hangar transformé en une salle de classe dans le seul souci de rehausser le niveau des élèves et cela malgré le poids de l'âge. Parce que j'ai trouvé que le niveau des élèves a beaucoup baissé. Les enfants n'arrivent plus à s'exprimer en français. Il y en a qui ont des difficultés dans le calcul, dans le langage, dans la lecture. Cela m'a poussé à vouloir aider, à mettre
ma connaissance à la disposition des enfants pour pouvoir les pousser à réussir dans leurs différents examens. C'est ça qui m'a poussé. Et surtout, je suis dans un quartier où les gens n'ont pas tellement les moyens de mettre leurs enfants dans les écoles, les vraies écoles. Donc il faut bien que je sois utile. Je ne connais que ça. Je ne connais qu'enseigner. Je ne connais pas autre chose si ce n'est pas enseigner. Toute ma vie, c'est dans l'enseignement. Assis à longueur de journée sur sa chaise, handicap oblige, et muni des matériels didactiques, Koné Isaac adopte ses cours à chaque niveau avec des résultats probants. Les élèves, eux, ne se lassent pas d'assister à ses cours et surtout de suivre ses conseils. On nous apprend des mathématiques et des calculs mentaux pour apprendre et pour comprendre. Monsieur Isaac Koné nous apprend bien. Il nous apprend beaucoup de choses. Je les trouve bien parce que je comprends. Très actif en dehors de ses cours, Koné Isaac s'adonne aussi à la fabrication des planchettes utilisées dans la pédicure à l'aide de la toile des mairies et de la scie. Je coupe des planches et je fabrique ce que j'appelle des grattoirs. Ceux qui sont le produit fini, c'est ça. Sinon, on commence par des planches d'abord. Des planches, je coupe ça, je mesure, je fais un peu de géométrie et je donne la forme aux planches. Je gratte et je mets la peinture. Pour Koné Isaac, les retraités peuvent être toujours utiles. Il y en a, c'est avec un peu d'argent. Il y en a que je fais prendre un peu d'argent aussi pour pouvoir me débrouiller un peu, pour pouvoir boire du thé et inviter les gens. Sinon, je ne demande pas beaucoup d'argent aux gens. Voilà. Est-ce que vous avez tout le matériel nécessaire? Justement, il manque beaucoup de matériel. J'aurais aimé avoir tous les livres ici, surtout des livres de grammaire. À d'autres niveaux, il n'y a pas de livre de grammaire. Dans ce quartier-là, il y a des gens qui ne prennent pas l'école en importance. Ils ne mettent même pas les enfants à l'école. Il y a des enfants dans ce quartier qui ne sont pas à l'école. Et moi, ça, quand je vois ça, ça m'écoeure. Je cherche toujours à ce que les enfants partent à l'école. Même s'il faut convoquer certains parents pour les obliger à les mettre à l'école. S'ils ne peuvent pas, s'ils viennent ici, si je ne suis pas occupé, je leur apprends à lire comme ça. Ça, ce n'est pas une question d'argent ou je cherche quelque chose. Non, je ne cherche rien du tout. C'est parce que ça me plaît. Et je fais ça parce que ça me plaît. Voilà. La retraite ne doit pas être synonyme d'inactivité comme le pensent bon nombre de retraités. Ils peuvent encore continuer à mettre leur savoir et leur savoir-faire au profit de la jeunesse qui en a tant besoin. L'actualité internationale à présent, c'est une découverte capitale si elle venait à être confirmée. Albert Einstein les avait imaginées il y a presque un siècle. Les ondes dites de gravitationnelles viennent d'être détectées par des physiciens américains. Les images. Pôle Sud. Il fallait être là, où le ciel est le plus sec et le plus clair sur Terre, pour capter les ondes des toutes premières secousses du Big Bang, l'origine de l'univers, il y a 14 milliards d'années. Ces ondes de l'inflation cosmique, autrefois théorisées, sont désormais captées. C'est une équipe du Centre américain d'astrophysique d'Harvard-Smithsonian qui a fait cette découverte grâce au télescope BICEP 2 en Antarctique. Pour toute la communauté scientifique, c'est une révolution. Ce qui est annoncé aujourd'hui renforce la théorie selon laquelle l'univers s'est bien développé en partant d'un atome. Que l'univers, tel que nous le connaissons, est bien passé de la taille d'un atome à celui d'un ballon de basket en seulement une infime fraction de seconde. C'est la théorie de l'inflation cosmique, une théorie qui n'a été qu'une hypothèse pendant 30 ans et qui désormais est scientifiquement prouvée.
Ces ondes gravitationnelles étaient prévues dans la théorie de la relativité d'Albert Einstein, étudiée dans toutes les universités scientifiques, comme ici à Stanford. Alors quand un messager de l'université vient annoncer aux chercheurs la découverte irréfutable de ces premiers instants de l'univers, c'est un choc, comme pour cet homme, Andrei Linde, l'un des pionniers du Big Bang. Quoi, vous pouvez répéter 5 sigma, la découverte est quasiment sûre à 100%. On parle d'un millionième de millionième de millionième de millionième de seconde après le Big Bang. On peut voir le Big Bang en face. Ce sont des images de ces ondes gravitationnelles qui sont de la gravité pure. C'est une trace de l'histoire du monde. Le champagne fait bang et le prix Nobel est en point de mire pour l'équipe qui est à l'origine de cette découverte si cosmique. La crise ukrainienne est en train d'être basculée dans une phase militaire. Un officier ukrainien a été tué dans sa base ces dernières minutes lors d'une tentative d'assaut des forces russes. Visiblement, le climat est très tendu ce soir. Tout au long de la journée, l'armée ukrainienne est en train de se mobiliser. Ici commence l'Ukraine, ne pas pénétrer, ce soldat ukrainien fait les 100 pas. De l'autre côté de cette tranchée fraîchement creusée, c'est la Russie. Depuis hier, les renforts de troupes continuent d'affluer de Kiev vers la frontière russe. Tout un pays en alerte, à l'image des représentants des nouvelles autorités d'Ukraine dépêchés sur place pour accompagner ces manœuvres militaires. Objectif, protéger la frontière et l'intégrité territoriale, remise en cause depuis que les habitants de Crimée, la province autonome ukrainienne, ont voté massivement dimanche leur attachement à la Russie. On a renforcé le contrôle des checkpoints pour éviter l'infiltration de soldats pro-russes. Les Russes sont désormais longuement interrogés, on leur demande les raisons de leur visite. On utilise un équipement spécial pour passer au peigne fin à leurs véhicules. Hier soir, le Parlement ukrainien a approuvé une mobilisation partielle de ses forces armées. Les députés ukrainiens dénoncent l'ingérence russe et rejettent tout rattachement de la Crimée à la Russie, illégitime selon eux, une hypothèse rejetée aussi par certains représentants des minorités en Crimée. Je sais que je n'ai même pas besoin de dénoncer quoi que ce soit, puisque tous les pays ont rejeté la légitimité du référendum organisé dimanche en Crimée. Un seul pays, la Russie, ne peut pas prendre en compte quelque chose d'aussi illégitime et insignifiant. Face à la résistance ukrainienne qui s'organise, Moscou fait preuve de détermination. Pour preuve, les soldats pro-russes ont renforcé hier le contrôle de la plus importante base militaire ukrainienne de Crimée. Le premier constructeur automobile au monde, Toyota, suspend sa production de véhicules en Inde. Sa production de véhicules en Inde mettant sur le carreau de milliers d'ouvriers à l'origine de cette décision, un conflit social. La direction des deux usines a profité du dimanche pour prendre une mesure drastique, le lockout. Les deux usines de Toyota en Inde, implantées près de Bangalore, resteront donc fermées jusqu'à nouvel ordre. 6400 employés se retrouvent sans travail. Pour justifier sa décision, la direction parle d'arrêt délibéré des lignes de production et d'intimidation et de menaces à l'encontre des cadres. Une thèse démentie par le syndicat local qui, depuis 10 mois, menait des discussions tendues, notamment pour des augmentations de salaire. Pour déplacer le problème et créer la peur parmi les ouvriers, la direction a décidé d'un blocus illégal de l'usine. Nous lui demandons de le lever immédiatement car c'est la vie de quelques 6000 employés qui est concernée. Ce mardi, le gouvernement du Karnataka a décidé d'intervenir comme médiateur dans les discussions. En Inde, l'industrie automobile est régulièrement agitée par des conflits sociaux violents. Le magazine de cette édition est consacré au dernier numéro de la caravane Orange 3G+. Dans ce dernier, vous aurez le bilan des 6 semaines de la caravane 3G+ d'Orange, les impressions des bénéficiaires de cette caravane. Très bonne réception et au revoir.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro dans Mode 3G+, le magazine entièrement consacré à la caravane Orange 3G+. Au sommaire de cette émission, nous ferons un bilan des 6 semaines de caravane 3G+, en compagnie du directeur général d'Orange Niger, M. Relotpa, qui reviendra sur cet événement unique au Niger. Vous nous donnerez ensuite vos impressions sur la caravane 3G+, dans la rubrique J'y étais. Puis la démo en 1 minute chrono vous permettra de vous connecter en toute simplicité avec la Flybox. Pour cette dernière émission, nous laisserons la parole au mobile coach dans la rubrique Parole de coach. Enfin, nous nous quitterons en musique avec le live de TAL National. Bonne émission. Démarrée il y a 6 semaines, la caravane Orange 3G+, s'est achevée samedi dernier au stade général Séni Kountché. Nous retrouvons le directeur général d'Orange Niger pour le bilan de cette innovation. La caravane 3G+ d'Orange a été un grand succès parce que, comme vous le savez, sur les 6 dernières semaines, des milliers de personnes sont venues visiter nos stands. On a eu la visite d'une douzaine d'écoles dans Niamey, des autorités de tutelle, notamment le ministère de l'économie numérique, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc ça a été un grand succès. Je rappelle que les objectifs de cette caravane, c'était principalement 2 choses. D'abord, montrer les produits et les services d'Orange, montrer un petit peu le caractère très innovant de la technologie, à un débit très important pour le transfert data, pour tous les usages data, qu'il s'agisse de Twitter, de navigation Internet, de Facebook. Et le deuxième objectif était de faire de la pédagogie, de montrer finalement à nos clients que le plus apporté par Orange, ce n'est pas simplement l'innovation, mais c'est également toute l'expérience client qu'ils peuvent avoir parce que nos coachs numériques seront à leur côté pour leur montrer l'usage finalement très simple de la technologie et toutes les applications qui leur permettent de simplifier leur vie de tous les jours. Et sur ces 2 axes, on peut considérer que la caravane a vraiment été un grand succès parce que beaucoup de gens sont venus découvrir notre Flybox, nos dernières clés 3G qui permettent d'avoir un débit jusqu'à 21 mégas. Donc c'est en gros un usage très confortable pour voir par exemple une vidéo ou rester en contact avec ses proches à l'étranger avec la visiophonie. Vous avez pu voir tous les témoignages faits par les clients qui pour nous sont évidemment la meilleure preuve de ce succès-là. Tous les clients ont dit qu'ils étaient vraiment très très satisfaits non seulement de découvrir la technologie mais également d'avoir cet accompagnement qui finalement manque parfois. Et le rôle d'Orange en tant que leader de la data, c'est d'apporter de la technologie mais c'est également d'éduquer le marché, de montrer à travers tout cet accompagnement-là que Orange joue son rôle de leader qui finalement montre le chemin, fait de la pédagogie, accompagne les clients à faire cette révolution numérique. Donc la caravane 3G+ fera date au Niger dans le cadre de la révolution numérique qui se passe sous les yeux et dans le cadre de la croissance très importante de tout ce qu'on appelle solutions data. Orange est leader de l'Internet haut débit au Niger, puisqu'à date, on est les seuls à apporter une technologie 3G, donc qui permet d'avoir vraiment le bon débit, la puissance et la rapidité d'utilisation de l'Internet et de l'écosystème Internet, notamment les réseaux sociaux. Mais Orange ne s'arrête pas là. D'abord, le déploiement réseau va se poursuivre. Le confort d'accès à la 3G plus d'Orange doit être le même, quelle que soit la région considérée du Niger. Et c'est pour ça que dans les tout prochains mois, on aura un déploiement réseau 3G dans les principales villes du Niger. Et au-delà de ça, donc ça c'est le premier point parce que c'est apporter finalement l'accès aux clients, mais l'innovation d'Orange viendra également à travers la puissance et le débit. On est vraiment aujourd'hui sur des débits supérieurs à 21 mégas, sachant que le haut débit commence vraiment à partir de 1 méga, donc ça montre bien un petit peu la rapidité et la puissance qui est déjà disponible avec la 3G+ d'Orange. L'innovation viendra également de tout ce qui est contenu service. Dans les semaines et les mois qui viennent, nos clients pourront apprécier tout l'environnement de services et d'applications apportés par Orange, toujours pour leur permettre de vivre le meilleur du numérique, qu'il s'agisse de voir des vidéos, d'accéder à des contenus éducatifs ou même de rester au contact de ses proches avec les réseaux sociaux. Donc l'innovation d'Orange viendra vraiment de tous ces axes-là. Donc à travers tout ça, nos clients, qu'ils soient à Niamey ou qu'ils soient à l'intérieur du pays, pourront vraiment
vivre pleinement la révolution numérique, parce que c'est un petit peu ça le positionnement, le credo d'Orange. C'est ça qui fait notre position de leader. À travers les caravanes 3G+, qu'on aura encore dans les mois qui viennent, on va naturellement poursuivre toute cette pédagogie, parce que Orange apporte ce plus à ses clients, apporte ce plus au marché nigérien. Et en tant que leader de l'Internet haut débit mobile au Niger, on considère que c'est une responsabilité première de notre marque et de notre entreprise. Quand on pense haut débit mobile, il faut penser Orange. Et finalement, c'est la promesse de la marque Orange, c'est-à-dire apporter le numérique au plus grand nombre, et dans le respect des valeurs d'Orange qui sont la proximité, donc apporter aux clients l'accompagnement qui va bien, l'innovation, fournir les dernières technologies disponibles, et également ce dynamisme qui fait que les clients apprécient de vivre ce haut débit, apprécient tout simplement de faire partie de la révolution numérique, c'est-à-dire les milliards d'internautes qui sont à Paris, San Francisco, Niamey ou Abidjan et qui vivent cette magie du haut débit mobile qui leur permet finalement de s'affranchir de toutes les frontières. Et ce caractère universel, c'est aussi la marque Orange. Vos impressions, vos suggestions, vos réactions, c'est tout de suite dans la rubrique J'y étais. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas venir ici vivre l'expérience? Ce qui m'a intéressé, c'est sur la Flybox. Ça m'a beaucoup plu et puis ils m'ont donné les détails sur ça et j'ai vu que c'est très efficace aussi, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a 3G+? Naganta habité mais alpa ridewa. C'est la connexion en 3G+. Tana da ƙarfi bisa ga waccan connection ta harin wadda muka sani. To ai go dikkan da agon dognai. Zama watri kalanum koyi ay ifo ne nongai kan internet fuwega gudu ne wani ceco fonda te abin songo kan orange kayan fonda ga da dognai bobo. Ina kira ga abokaina 'yan lakol ma'aikata na gwamnati da kuma 'yan uwana su gaugauta zuwa su nemi kile internet ta Orange 3G+. To gaskiya da na zo na diba karavan 3G+, gaskiya ta birge ta bani sha'awa tun na ga abubuwa da yawa da ban gani ba da ban samu dama in yi dai kufur yayi na gani an bani bayani biskan su gaskiya na ji daɗi biska abu. Wallahi kan dai sai bai ko zama ina ce ba haka yan da mutum kurkan ai kaya ai wai sai ba la hayar gono. J'ai trouvé tout bien et tout est intéressant. Gaskiya Orange tana da sha'awa, tana da abubuwa kwarai da mutane ba su gani ba. Je les encourage vraiment de continuer dans ce sens. Wane duma im ko ka gate im sina wane hinnim te bananta wane kanta sitina im totuna ga im te an kan bis wane boda. Cette semaine, nous vous présentons comment se connecter sur Internet grâce à la Flybox. Oui, je les présente la Flybox, donc, qui est un appareil qui permet de partager la connexion Internet mobile 3G+, à un certain nombre d'équipements via Wi-Fi. Pour la faire fonctionner, donc, il suffit d'avoir une carte SIM Orange avec un forfait Internet. Après, il suffit seulement de brancher la Flybox à une prise électrique. À moins de 5 minutes, elle est opérationnelle. Donc, 5 personnes peuvent se connecter à la Flybox au maximum. L'avantage avec la Flybox, avec un seul pass, presque un certain nombre de personnes peuvent se connecter à l'Internet mobile 3G+. Avec la Flybox, on peut se connecter avec sa tablette, son téléphone ou son ordinateur portable via Wi-Fi. Le réseau de la Flybox est protégé par un mot de passe. Donc, pour pouvoir avoir l'accès à l'Internet avec la Flybox, il faut nécessairement l'utilisateur puisse avoir le mot de passe du réseau. L'accès à l'Internet est sécurisé. Les mobile coachs vous ont accompagnés durant toute cette caravane. Nous leur laissons la parole. L'Internet est connu maintenant par tous et les élèves surtout. Ils ont eu à avoir des démonstrations, faire leurs recherches, des configurations Internet. Ils ont fait l'expérience de notre caravane et vraiment dans l'ensemble, ils ont beaucoup apprécié. Les clients, on leur a expliqué comment ils peuvent se connecter avec leur portable. On leur a configuré l'Internet. Je peux dire que c'était bien parce que les gens venaient découvrir ce qui se passe ici. On a configuré des téléphones
On a appris des gens à placer la clé aussi. On a pu faire la démonstration de la 3G aux clients, leur montrer la rapidité. Dans mon stand, les clients qui étaient là, je les ai montré comment utiliser la connexion 3G+, à travers leur mobile avec la SIM Orange. Nous avons reçu de nombreux clients. Certains sont venus découvrir ce que c'est que la 3G, ce que c'est la 3G d'Orange, d'autres pour des configurations. J'ai montré aux clients comment utiliser l'Internet sur leur mobile. Je leur ai trouvé aussi des solutions par rapport aux problèmes qu'ils avaient et qu'ils ne pouvaient pas exposer. En 3 mots, la caravane, je dirais découverte, connectivité et satisfaction. Démonstration, découverte et rapidité. La caravane 3G+, c'est la rapidité, le confort. C'est l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. La liberté. Révolution. Rapidité, l'efficacité et la portabilité. Ça a été une très belle expérience et un moment de partage et aussi, je dirais, une satisfaction. Comme chaque semaine, nous nous quittons en musique. Ce soir, c'est Dan National qui clôture ce dernier numéro dans Mode 3G+. Orange Nigeri na ganshe mu tsuhuna mu ko bai zo ba kallana mu na ganshe shi sai na tuno da mamudu na mu yana ra'ayi kalla kolgato gazurgi yahu huku Gara